d'abord, je partage mon écran pour récupérer un petit peu de mon retard et je vais venir sur vous partager cet écran avec, vous allez enfin pouvoir voir qui est Henri. Donc, Henri, c'est lui. C'est quelqu'un qui est venu nous voir il y a de ça 2 ans, c'était en 2022, parce qu'il avait un parcours de coureur en 2 temps. Le premier temps, c'est pendant 15 ans, 10 heures d'entraînement par semaine, en particulier de running, de trail running, 10 heures par semaine sans aucun souci, jusqu'en 2016. Et en 2016, les soucis commencent, en particulier sur le côté gauche de son corps, qui se met à se rigidifier, les ischios qui se tétanisent et qui vont le contraindre à plus ou moins arrêter la course à pied ou alors de temps en temps réussir à reprendre un petit footing de 40 minutes dans la semaine. Donc c'est vraiment une rupture très importante au moment où il vient nous voir. Alors, si on prend quelle différence il y a pu se produire entre avant et puis après, ça c'était dans l'anamnèse, en lui posant la question, eh bien, il nous explique qu'en 2016, il a lu sur les réseaux sociaux combien il fallait courir avant pied, augmenter la cadence et puis favoriser plutôt les chaussures typées minimalistes. Voilà. Quelques semaines après, ça commence à se dégrader et la mauvaise histoire dure pendant 6 ans. Alors, puisque Henri nous a proposé des chaussures minimalistes, ou en tout cas a choisi de prendre des chaussures minimalistes, ben maintenant, je vous propose de me décrire au moins 4 grands critères que l'on peut déterminer et qui va caractériser ce que c'est qu'une chaussure minimaliste. Voilà, j'arrête le partage pour que vous puissiez me dire dans le chat, donc juste à côté, allez-y, dites-moi ce qui va caractériser une chaussure comme celle-là, donc la Fast Twitch de Saucony. Donc, ce serait quoi que vous retiendrez comme critère essentiel qui va dire, finalement, c'est quoi cette chaussure? Alors, on a déjà Maël qui dit 0 drop. Effectivement, donc un drop plutôt limité, en général, on va dire entre 0 et 4 mm de drop. Alors, peut-être Maël, je viens par rapport à ce que tu expliques sur le drop. Le drop, c'est quoi? Eh bien, je vais calculer, je vais mesurer même, vous voyez, je peux prendre ça, c'est une pince à pli, qui est normalement plutôt pour le taux de masse grasse, mais là, je l'utilise par la chaussure. Eh bien, je vais calculer l'épaisseur, allez, hop, là, c'est indiqué, je vais calculer l'épaisseur du talon derrière, je vais recalculer ensuite l'épaisseur devant la chaussure, et je fais la différence. Et donc, la différence d'épaisseur entre l'avant et l'arrière et l'avant de la chaussure, ben, ça va me donner une pente qui, si elle est à 0, en fait, correspond à pas de pente, c'est à plat. Et puis, si la pente est plus marquée, ben, je vais ajouter des millimètres. Entre 0, ça veut dire que là, il n'y a pas de pente. 4 millimètres, ça veut dire qu'il y a 4 millimètres de pente. Et ça peut aller jusqu'à 16 millimètres, c'est-à-dire jusqu'à 1,6 cm de différence entre l'arrière et puis le vent. Donc, OK, Maël, donc plutôt un drop qui est relativement faible, donc un pied plutôt à plat, ce qu'on voit sur cette chaussure qui, elle, a 4 mm, là, la Saucony. Ensuite, Tatiana, oui, Tatiana, mais plutôt souple. Alors, il faudrait juste que tu me dises qu'est-ce que c'est souple, qu'est-ce que tu entends souple. Tu entends plutôt souple comme ça? Est-ce que c'est souple parce que c'est mou? Il faudrait juste que tu précises un peu ce que tu entends par souple, Tatiana. Ensuite, alors j'ai François qui met effectivement un faible stack. Donc le stack, c'est le mot anglais pour dire l'épaisseur. Voilà. Si je calcule, je regarde ici, ben c'est une chaussure, quand je vais calculer ici, ben j'ai à peu près 1,5 cm, 1,4 cm, 1,5 cm d'épaisseur au niveau du talon. Si je prends une chaussure qui est plutôt typée, là je vais prendre celle-là, la Mizuno, si je prends une chaussure qui est plus typée maximaliste, ben je me retrouve plutôt avec une épaisseur, là, je suis à peu près à 3 cm. 3, je peux avoir 3, 3,5. Donc, un short qui est faible, eh bien, ça va vous donner moins d'interface, c'est-à-dire que le pied est plus proche du sol. Deuxième grand critère, merci François, d'une chaussure plutôt typée minimaliste. Juste en dessous, vous êtes bon, Yanis, qui dit une masse faible. Donc effectivement, c'est un poids relativement faible. Donc on essaie de faire en sorte que la chaussure soit relativement légère. Celle-là, donc là, j'ai juste à prendre, je ne vais pas la poser, j'ai juste à prendre une petite balance de cuisine. Voilà, je la pose dessus. Et j'ai déjà fait avant, hein, parce que je n'ai pas de table devant moi. Eh bien, j'observe que la chaussure, elle est aux alentours
de 160 grammes. Donc, effectivement, c'est un poids qui est faible, une légèreté, Maxime, c'est exactement ça aussi. Donc, semelle fine, plutôt légère, avec très peu de drop, et puis un short qui est faible, pardon, pas un short qui est faible, un stack qui est faible, effectivement, on a déjà 3 critères. Alors, il m'en manque un. Alors oui, Gaël, tu dis aussi qu'il n'y a pas d'éléments ajoutés, notamment pour correction de pronation. C'est vrai aussi, c'est aussi un critère important. Mais il y en a un qui souvent n'est pas discuté sur les chaussures et qui est un critère qui est extrêmement important. Qui c'est qui arrive à me le donner? Donc Jean-Claude dit qu'il s'agit de se rapprocher le plus possible de la course pieds nus. Ben, c'est bien ça qu'on entend dans le terme minimaliste. Le minimum d'interface entre l'homme et puis le monde. Nathalie, très souple, on peut faire une torsion de la semelle. Effectivement, on peut faire ça pour voir la souplesse. Donc, on parle de raideur longitudinale ou de flexibilité longitudinale, ou alors on peut faire ça pour parler plutôt de flexibilité dans le plan transversal. OK. Un short faible, amorti. Alors voilà, il y a quelqu'un qui me parle de short, là, Jonathan. Un short faible ne veut pas dire d'office stack faible. Point d'interrogation. Jonathan, passons déjà, et puis après je reprendrai vos questions. Passons déjà sur justement, Jonathan, si tu arrives à venir me parler de ce short, parce que c'est bien ce qui nous manque. On a déjà 3 critères. Légèreté, pas d'épaisseur, très peu de drop. Et il y en a un quatrième, et c'est Jonathan qui nous oriente, et qui est habituellement pas documenté, alors que c'est un critère extrêmement important dans le choix des chaussures. Les podos, vous allez comprendre ce mot. Pour les autres, je vous en donnerai une définition. C'est un critère qu'on appelle de shore. Donc, le shore, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que le matériau se déforme facilement ou s'il se déforme pas rapidement. Alors, comment on fait pour mesurer ce shore? Eh bien, on va le mesurer avec un shore mètre. Voilà, je vous en donne un. Il y en a plusieurs types, des shortmètres. Les podologues, vous avez l'habitude d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que habituellement, quand vous allez mesurer vos matériaux, vous savez, là j'ai des matériaux qui nous ont été prêtés par des labs, vous savez que si je prends une résine, regardez là, et puis que j'appuie, c'est une petite aiguille en fait qui s'enfonce. Et si elle présente une grande résistance, eh bien vous allez voir que vous avez une indication que là, par exemple, je suis aux alentours de 85 de short, c'est-à-dire que j'ai un matériau qui est dur. L'aiguille, il faut mettre de la force pour qu'elle vienne s'enfoncer. Alors que si je prends une petite mousse qui est bien molle, vous voyez, que je peux déformer facilement, eh bien, avec l'aiguille, elle va s'enfoncer, vous voyez. Là, je l'ai enfoncé de la même manière, j'ai complètement enfoncé l'aiguille, et vous voyez que j'ai un short qui est aux alentours de 10 à 15. Donc, j'ai un matériau qui est plutôt une tendance mou, le short est bas, ou un matériau qui est plutôt une tendance dure, le short est élevé. Si je prends les chaussures, parce que je vous dis que c'est un élément important, puisque s'il y a une déformation, vous comprenez bien que ça va créer un amorti. Eh bien, si je prends la chaussure, celle-là en tout cas, toutes les chaussures minimalistes n'ont pas un short élevé, mais si je prends celle-là, je vais aller chercher dans la semelle intermédiaire, j'appuie fort, et qu'est-ce que j'observe? J'observe à peu près un short aux alentours de 50. Donc c'est un short assez élevé, c'est-à-dire que c'est une chaussure qui a du rendu, qui ne se déforme pas facilement. On comprend bien, je vous laisse déjà essayer de penser à quel type de foulée ça va renvoyer, ça. Si je prends maintenant la Mizuno et que j'essaie de la mettre à peu près au même endroit dans la semelle intermédiaire, voilà. Là, vous observez que si j'appuie de la même manière, j'ai plutôt un short aux alentours de 30-35. Voilà. Habituellement, on dit que le pied, pour avoir un short, une tendance de short, aux alentours de 40. Donc celle-là, j'ai plutôt une chaussure qui a une tendance molle, c'est-à-dire que quand il va y avoir un appui de mon pied dans le sol, eh bien l'appui va venir, le matériau va venir se déformer, donc absorber une partie de l'énergie qui est produite. En revanche, là, le matériau va beaucoup moins se déformer, donc aura une tendance à renvoyer cette énergie. Voilà, quatrième critère qu'on peut retenir comme extrêmement important, qui va différencier ces deux chaussures. Une chaussure qui a plutôt de l'épaisseur, avec un drop élevé, voilà, donc une grande différence entre l'avant et puis l'arrière, qui va me donner une pente,
épaisseur arrière, épaisseur avant, et qui est plutôt relativement molle, alors que celle-là, c'est une chaussure qui renvoie l'énergie, qui est légère, et avec très peu de stack, et puis très peu de drop. Ok, bravo, vous avez été bon. Je reviens sur mon partage d'écran, hop, voilà, et je reprends mes 4 critères. Là, ils sont plus précis, vous voyez. Il y a peu de stack sur la Saucony, puisque j'ai 18 mm, donc 1,8 cm au talon, pour 14 mm, c'est-à-dire 1,4 cm à l'avant du pied. Donc, ce qui me donne le différentiel l'un moins l'autre, ça me donne le drop de 4 mm. Elle est légère, 160 grammes, et elle a un short élevé, aux alentours de 50. Chaussure légère qui renvoie l'énergie. À l'inverse, une chaussure plutôt typée maximaliste, comme la Mizuno, eh ben, elle a un bon stack, c'est-à-dire elle a de l'épaisseur, 36 mm, 3 cm 6 au niveau du talon, pour 24 mm, 2 cm 4 à l'avant-pied. Le différence, le drop, ça fait 1 cm 2, donc 12 mm, qui est relativement élevé. Là, on est dans les drops les plus élevés pour les chaussures de running. Le poids aussi, on a pris tout de suite 120 grammes, elle fait 280 grammes. Et puis, j'ai un short plus faible, donc elle va plus amortir, c'est-à-dire j'ai 35 de short. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre chacun de ces paramètres, ces 4 paramètres, et puis de venir les creuser. Mais on va essayer de les creuser par rapport à 2 types de foulées. Si vous nous suivez, c'est 2 types de foulées que vous connaissez bien, puisqu'il y a la foulée qu'on appelle terrienne. Voilà, je vous remets cette vidéo, qui est une vidéo qu'on a faite, que Thibaut même a faite lors d'une étude qu'il a menée en Malaisie. Voilà, vous voyez cette fille, là, elle court dans sa nature, elle a une cadence élevée, mais surtout, dans ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez qu'elle oscille pas du tout. On appelle ça une motricité terrienne. Elle pose le talon, elle déroule le pied, et elle oscille très peu. En mode scientifique, on appelle ça aussi le modèle de la roue, parce que ça fait que le corps fait un peu comme une roue, vous voyez, se dérouler, qui permet d'aller de l'arrière vers l'avant. Ou alors modèle de la poulie, si on prend plutôt le système interne au corps. Là, les poulies sont bien évidemment, dans ce cas-là, les différentes articulations. Le schéma inverse, dans les manières de courir, c'est plutôt les gens qui posent pied à plat ou parfois avant-pied, ou même si un talon, le talon est beaucoup moins prononcé, qui donne donc un système plus oscillant qu'on appelle le modèle masse-ressort. On a montré à plusieurs reprises, on a plusieurs publis là-dessus, on a montré que les deux dépensent la même énergie. Il y en a juste un qui dépense une énergie. Comment? Eh bien, il dépense l'énergie en oscillant plus. Vous voyez, si vous oscillez davantage, les lois de la pesanteur étant ce qu'elles sont, ça va quand même coûter cher. En revanche, lui, il récupère l'énergie. C'est comme une usine à recycler. Ben, comment il recycle? Il recycle grâce à ce qu'on appelle la mise en tension renvoi. En posant son pied sur l'avant, ça met en tension un bras de levier qui correspond à l'aponévrose du pied, qui correspond au tendon d'Achille et puis qui correspond au mollet. On sait que dans une course avant-pied, 90% de l'énergie est récupérée dans ce bras de levier aponévrose mollet, et ça donne des gens qui courent léger et qui touchent le sol, qui mettent en tension et qui renvoient. Donc c'est plutôt des récupérateurs d'énergie. À l'inverse, les gens qui ont le système de la roue, donc le système plus terrien, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent rien, style un peu radin, vous voyez. Ils donnent pas d'énergie supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas osciller, donc ils vont économiser en donnant le minimum d'énergie dans la pesanteur. Bien évidemment, étant donné qu'il pose le talon et qu'ensuite il roule, en posant le talon, je ne peux pas mettre de mise en tension renvoi, donc j'économise en ne donnant pas mon énergie, si vous voulez, mais en revanche, je ne peux pas venir récupérer ce que je n'ai pas donné. Eux, ils touchent, ils passent au niveau de la voûte, et puis ensuite ils poussent. C'est aussi pour ça qu'on parle du déroulé ou de modèle de la roue. Ça va pour ces deux types de courses, je pense que vous commencez à connaître. Maintenant, je vous propose de revoir les 4 critères qu'on a vus juste avant et à la lumière de ces 2 manières de courir. L'idée étant bien évidemment de faire fitter le type de chaussure, les caractéristiques de la chaussure à la manière de venir courir. Ok, alors on commence par le poids. Allez, pour rire, une petite vidéo qui était une pub ASICS de l'époque. Allez, je vous la mets.
Tu penses vraiment pouvoir courir plus vite qu'un lion? Réponse, non, mais plus vite que toi, oui. Alors, on comprend bien, c'est une pub qui date déjà et puis qui mettait en avant que si tu mets tes chaussures ASICS, tu vas courir plus vite. Alors, la réalité scientifique est plutôt l'exact inverse de ça, puisque là, la plupart des publications sont d'accord. Plus vous avez de la légèreté au bout des pieds, plus c'est économique. La manière la plus économique, si on n'avait pas besoin d'être protégé, de venir courir, ce serait de courir pieds nus. Notons quand même que l'effet, il est confirmé au niveau de la recherche qu'à partir de 220 grammes, donc depuis 220 grammes et au-dessus. Je dis ça parce qu'on commence à voir apparaître des chaussures à 160 grammes. Donc là, on n'en sait trop rien ce qui se passe en dessous. La relation, elle serait 100 grammes de moins, c'est 1% d'économie d'énergie. Puis 1% d'économie d'énergie, en termes de performance, ça peut vous donner à peu près 0,7% de performance, d'amélioration de votre performance. Signalons quand même que si c'est confirmé entre légèreté et puis économie, aujourd'hui, dans l'état de la connaissance dans lequel on est, c'est un effet qui est significatif, mais petit. Il n'est pas non plus magistral. Ça ne va pas tout changer de prendre 100 grammes ou 50 grammes de moins. Voilà. Mais quand même, on retrouve ça sur le terrain. Quelqu'un qui est un athlète de bon niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne régulièrement 5-6 fois par semaine, généralement, il a 3 types de chaussures. Il a les chaussures pour faire les footings longs et puis lents. Donc des chaussures plutôt typées maximalistes. Vous voyez, 280 grammes par exemple. Il a des chaussures qui sont dédiées à l'entraînement de la vitesse, qui sont des chaussures typées speed training, donc on pourrait la retrouver avec l'Escalante, la Racer 2. Voilà, donc ça, c'est des entraînements quand il va faire plutôt de la VMA ou du footing rapide. Et enfin, il y a les chaussures de compétition qui, historiquement, étaient des chaussures qu'on appelait donc les racers. C'est des chaussures qu'on a appelées ensuite minimalistes et que de plus en plus sont devenues des chaussures à effet rocker avec plaques de carbone. Voilà. Mais on retrouve toujours ces 3 types dont la caractéristique essentielle qui les différencie, c'est la légèreté. Plus je vais m'entraîner long, plus j'accepte de mettre du poids et de la protection, c'est-à-dire de l'amorti, et plus j'ai besoin de rapidité, plus je vais aller chercher quelque chose de léger. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit prendre des chaussures légères? Et si vous décidez de prendre légère, ça veut dire que de toute façon, il ne doit pas avoir beaucoup de stack parce que vous savez que la semelle intermédiaire, là, c'est les 2/3 du poids de la chaussure. Donc, est-ce qu'il faut toujours aller chercher un système très minimaliste pour opérer de la performance? En moyenne, c'est bien d'aller chercher moins de poids, mais quand même, je vous propose de me dire pourquoi. Je vous montre de nouveau les 2 vidéos et vous me dites pourquoi le fait d'ajouter du poids à la chaussure pourrait beaucoup moins impacter quelqu'un qui a la course de la dame qu'on voit en haut, donc quelqu'un qui a une course terrienne, et pourquoi quelqu'un qui a des chaussures plus lourdes et qui court comme celui d'en bas, je vous la remonte, lui serait très impacté. Pour vous aider, et puis je vous propose de mettre ça dans notre forum d'échange, dans notre chat. Pour vous aider, je vous demande d'observer bien la tête de ces 2 personnes et de bien observer la trajectoire que font leurs pieds. Voilà, je vous laisse encore une petite vision. Regardez la trajectoire que font les pieds, donc regardez où vont les chaussures, et puis regardez le mouvement que fait la tête. Voilà, j'arrête le partage, donc je reprends ma question. Attention. Quels sont les 2 critères qui feraient que quand j'ai une course qui est rasante, une course typée modèle de la roue ou modèle terrien, eh bien, je me retrouverais avec moins de difficultés, moins d'impact d'une chaussure qui serait pourtant plus lourde comparativement à quelqu'un qui serait aérien. Voilà. Donc, à vous de me répondre. Phase aérienne moins longue chez le terrien. Oui, Maxime, mais la phase aérienne moins longue, elle va aussi avec quoi? C'est qu'est-ce qui fait que la phase aérienne est moins longue chez le terrien?
comparativement à l'aérien. C'est d'ailleurs pour ça que je les avais appelés terriens aériens, parce qu'il y a celui qui reste plus longtemps en l'air, puis celui qui reste plus longtemps au sol. Voilà. Plus d'efforts à rebondir pour l'aérien. Alors, c'est une des choses, en fait, qui est importante, mais un aérien, si vous lui rajoutez du poids, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Sébastien, beaucoup d'énergie pour se lever poids à chaque pas, contre la gravité, beaucoup de verticalité du pied. Oui, Sébastien, tu as juste sur les deux critères. Voilà. Si vous observez la tête, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir, voilà, François le dit aussi, à cause de l'oscillation, la chaussure remonte plus haut chez l'aérien, modification de la foulée pour l'aérien avec chaussures lourdes, moins de verticalité, voilà, donc vous avez trouvé. Le premier critère, qui était le plus facile à trouver, c'est le fait qu'il y a une grande différence d'oscillation. On peut avoir, si on prend les extrêmes, 6 cm d'oscillation chez un terrien contre 12 pour un aérien. Si je vous fais ça pour que vous vous rendiez compte, 6 cm de différence, on fait à peu près, quand on est à 10-12 km/h, on fait à peu près 160 pas par minute. Vous voyez, si je prends 6 cm à chaque pas et 160 pas, ça vous fait combien? Si je multiplie ça, 160 fois 6, ça me fait 10 mètres de dénivelé de différence par minute. C'est-à-dire, si je cours pendant 1 heure, 60 minutes, ça fait 600 mètres de dénivelé de différence entre quelqu'un qui est très rasant et quelqu'un qui est très oscillant. Donc, vous voyez, sur un marathon, vous reprenez un marathon qui est fait en 4 heures, ben, ça fait 600 mètres fois 4, alors que le marathon était tout plat, il y en a un qui fait plus 2004 de dénivelé comparativement à l'autre. Et ça, les gens qui courent en montagne savent que ça a un poids, ça a un prix de faire tout ce dénivelé. Donc, il est évident que si je fais plus d'oscillations avec un poids plus important, les lois de la pesanteur étant ce qu'elles sont, ça va me coûter beaucoup plus cher. Et enfin, vous avez trouvé l'autre critère qui est aussi très important, c'est que vous avez vu le schéma terrien, ça fait un peu comme un pendule. Ouais, vous prenez un pendule, il y a le point fixe et puis il y a le bas qui fait ça. Et donc, quand vous regardez la chaussure, elle est aussi très rasante. Donc, même si je rajoute du poids à ma chaussure, la chaussure fait ça. Donc, elle ne s'élève, elle, comme le corps complet de la personne, elle ne s'élève très peu aussi contre la pesanteur. Alors que dans un système aérien, et on va le comprendre très vite en termes de mécanique, l'aérien, il est plus court au sol. Donc, vous voyez, quand vous prenez un appui au sol, il y a une rotation. Si vous avez moins de temps pour faire une rotation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut que vos segments libres, imaginez quelqu'un qui fait du patinage artistique puis qui essaie de tourner. À un moment donné, s'il veut tourner vite, pourquoi il a besoin de tourner vite là? Parce que le temps d'appui au sol, eh bien, il est court. Eh bien, il va falloir qu'il rapproche ses segments. Donc l'aérien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rapprocher sa jambe libre de son centre de rotation. Et donc, il va être obligé de monter la chaussure. Et s'il monte une chaussure qui est plus lourde, eh bien, ça va être double effet qui se coule. Non seulement il monte tout son corps et la chaussure avec, mais en plus, la chaussure va encore monter plus que le reste du corps. Et donc, un aérien, quelqu'un qui oscille beaucoup, il a besoin de légèreté à la fois dans sa chaussure, aussi dans son corps pour être efficient. Voilà, bravo, vous avez trouvé les deux critères qui feraient que, eh bien, on va être moins impacté à porter une chaussure plus lourde si on a une foulée plus rasante. Je continue. Voilà. Ok, maintenant l'amorti. Alors l'amorti, c'est un terme qui a plusieurs sens. Alors le sens très scientifique, bah, c'est simple, on prend un impacteur. Un impacteur, c'est une machine, vous voyez, qui envoie un bloc d'acier comme ça en bas, et puis qui est capable de mesurer à la fois les forces qui sont produites, à la fois la compression du matériau qui est en dessous. Vous voyez, c'est un peu comme si je prenais un bloc là, et puis je fais comme ça, et je regarde quelle est l'énergie qui est produite, l'énergie qui est absorbée, l'énergie qui est restituée, c'est-à-dire à quelle hauteur mon impacteur il va venir remonter. Voilà, on sait que les matériaux, selon leurs caractéristiques, ils vont avoir tendance à dissiper 20 à 50% de l'énergie qui a été mise en entrée. Ça, première définition. Il y a une deuxième définition qui a été proposée par deux chercheurs qui travaillent pour Decathlon dans le nord de la France, de Lattre et Cariou, en 2017. Eux, ils ont essayé de faire le lien, et c'est très intéressant, ils ont essayé de faire le lien entre ce système très mécanique, très scientifique qu'est l'impacteur, et puis le vécu des coureurs. Et ils se sont rendus compte que ce qui était le plus corrélé, c'était le sentiment subjectif de la pénétration du talon dans la semelle intermédiaire. Donc, en fait, qui est lié à quoi? À la capacité du matériau à se déformer. La corrélation, elle est extrême, c'est-à-dire ça expliquait 75% de ce qui arrivait.
Donc, si je mets une chaussure et que j'ai un sentiment de douceur, un sentiment que je rentre dans ma chaussure, eh bien, je peux penser, par déformation du matériau, que la chaussure va amortir les chocs, va amortir la force que je mets dans le sol. Et un des premiers critères, là les podologues, je pense que vous allez connaître ça, un des premiers critères qui va expliquer, rendre compte de cette capacité à se déformer, c'est ce qu'on appelle le short du matériau. Je vous l'ai montré, le short du matériau, on utilise un short mètre. Si vous n'en avez pas et puis que vous êtes spécialiste des chaussures, moi je vous encourage à le prendre, ça coûte pas trop cher. Voilà. Short A, parce qu'il y en a plusieurs types de shorts. Pour les chaussures, le plus habituel, c'est le short A. Et je répète, on vient enfoncer cette petite pointe, et puis selon ce qui nous est annoncé, on sait que le short est plus élevé, c'est-à-dire que le matériau est dur, ou le short est très faible, le matériau alors est plutôt mou, donc déformable. Les shorts les plus élevés, si je prends un bout de fer, eh bien c'est 100. Et les shorts les plus bas, je vais m'approcher de 0. On a des mousses en podologie qui peuvent vous donner du 5, du 7, du 8, du 10 de short. Voilà. Eh bien, on peut prendre matériaux podologie, on peut prendre semelles qui sont faites par les podologues, on peut prendre chaussures, et on pourrait même, par effet de comparaison, dire qu'il y a des foulées qui ont un short plus faible, même si là, c'est pas le short, c'est la compression qu'on mesure en mode scientifique au niveau de la foulée, c'est-à-dire le fait de venir descendre l'appui quand on est descendre en flexion quand on est à l'appui. Eh bien, on va pouvoir venir aligner ces différents shorts selon le besoin, avec bien évidemment un short plus bas si on considère que le sportif a besoin de plus d'amorti, donc de plus de douceur, et un short plus élevé si on considère que le sportif a besoin de plus de renvoi d'énergie. Ce qui est dur repousse. Ça, c'est Sébastien Podologue qui travaille avec nous qui n'arrête pas de dire, de donner ces principes. Et puis le mou a tendance à attirer. Ça, je pense que c'est OK pour tout le monde. Maintenant, attention, j'ai une question un peu plus complexe à vous poser. On vient de dire que en quoi il pourrait être intéressant d'avoir un short faible pour un terrien? Ça pourrait être intéressant parce que quand il va poser son talon, on est d'accord que le talon c'est plutôt dur, bien si le matériau vient se déformer, eh bien ça nous aboutirait à quoi? Ça nous aboutirait au fait que eh bien, il va être avec moins de rigidité dans son talon. Voilà. Donc ça, c'est le gros avantage que ça pourrait venir amortir un appui qui soit trop rigide. Donc éviter ces talons extension, éviter de se prendre des remontées de vibrations dont on sait qu'elles peuvent donner des syndromes fémoro-patellaires et autres. Maintenant, écoutez bien, et là je vais faire appel à votre perspicacité, quels pourraient être les risques associés, écoutez bien, je vous le repose, quels pourraient être les risques associés au fait d'avoir un amorti très élevé? Donc, imaginons que ma chaussure soit capable de beaucoup se déformer. Et imaginons que j'ai un stack important. Donc, matériau mou, stack important. Je viens de vous dire, avantage, ça pourrait amortir les vibrations, donc enlever du dur dans le talon. Maintenant, dites-moi, quels pourraient être, au singulier ou au pluriel, quels pourraient être les problèmes qui pourraient être associés à cette manière de faire? Alors, Stanislas nous dit une instabilité. Effectivement, je pourrais ne plus sentir ce qui est en train de se passer, et vous savez que du mou avec de l'épaisseur, eh bien, ça peut complètement déstabiliser le pied, donc créer de l'instabilité au niveau de la cheville. Alexis, exactement aussi. Oui, voilà, vous êtes tous OK. Donc, Sophie, excès de fluidité, voilà, et même chose. Donc, je pourrais être complètement perdu. Ça pourrait augmenter éventuellement, Jean-Claude, effectivement, les risques d'entorse parce que je ne sens plus mon pied et puis j'ai perdu la stabilité. Top. Alors, risque de blessure plus plus. Félix dit ça risque de venir impacter plus longtemps le système osseux. OK. Perte de proprioception. Sophie, majoration de troubles morphostatiques. Effectivement. OK, vous êtes tous d'accord avec ça. Maintenant, j'aimerais avoir encore un deuxième problème qui pourrait être induit. Gros bras de levier en cas de torsion, oui, ça c'est sûr. Grosse perte d'énergie, Laurent, c'est vrai. Instabilité pour Christophe. Déformation de la chaussure, donc instabilité. Vous êtes tous d'accord avec l'instabilité? Ah, j'ai juste Jean-Philippe qui me dit une création d'oscillation. Étrange ce que tu me dis, Jean-Philippe. En quoi quelque chose qui viendrait amortir dans le talon pourrait proposer plus d'oscillation?
Et je dis pas que c'est faux, je pense même que c'est vrai. Mais expliquez-moi comment on pourrait arriver à de l'oscillation avec de l'amorti et puis du talon. Et surtout, je vous demande de me dire quelle est la principale caractéristique du modèle de la roue. Vous voyez, le nom, il a un sens. Donc, certes, je peux avoir une perte de proprioception si c'est trop important. Je peux avoir donc une instabilité qui vient s'associer, donc une réponse de la personne qui va taper encore plus pour essayer de savoir où il en est. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un système de la roue? Une roue, elle fait quoi en fait? Voilà. Donc Eric, voilà, on a Eric qui me dit, merci Eric, une difficulté à dérouler. Mais oui, à partir du moment où, mais vous aviez raison hein, sur le premier, mais le deuxième me semble moins évident. À partir du moment où je me retrouve dans une situation dans laquelle je pose mon talon et que j'ai une compression, la compression, elle peut aller jusqu'à 1,5 cm hein, si vous avez un stack qui est important et puis un short qui est relativement faible. Eh bien, à partir du moment où je me retrouve avec une compression dans le talon, on comprend bien qu'habituellement, dans un déroulé, voilà, je fais une route à peu près à plat, dans un déroulé, j'ai mon talon, et après, spontanément, il n'y a rien qui me gêne pour aller rouler, donc pour faire la roue avec le pied, vous voyez. J'ai simplement, ma voûte s'est formée, donc je vais pouvoir passer sur ma voûte et ensuite pouvoir pousser avec mes orteils. Mais à partir du moment où je m'enfonce dans mon talon, ben, qu'est-ce que j'ai devant moi? Ben, devant moi, j'ai une pente, donc j'ai un peu comme un barrage. Et donc le risque, c'est que face à ce barrage, je n'arrive plus à dérouler. Donc ça nous donne trois possibilités différentes en fait qui restent au pied s'il est venu se planter dans son talon et dans son talon mou et donc il se retrouve en dessous de l'avant-pied. Vous voyez, j'y viens. Je me retrouve avec un effet barrage possible qui est le fait que je vais venir taper. C'était la proposition, je ne sais plus qui m'a mis cette proposition, mais c'est bien vu. Effectivement, je vais essayer de contourner, donc de passer au-dessus du barrage. Et donc, on voit des gens qui font un talon extension, ou alors qui essaient de venir avec un pied qui est à plat, donc qui n'ont plus l'aspect déroulé, et puis qui tapent dans le pied à plat, ou alors qui tapent dans leur talon, donc qui se mettent à osciller à partir de l'arrière. Donc là, c'est double effet qui se coule en négatif, puisqu'ils ont le négatif du terrien à poser le talon, et le négatif de l'aérien à mettre de l'oscillation. Donc c'est doublement négatif, à la fois en termes de pathologie et puis en termes de possibles blessures. Deuxième possibilité, si je ne trouve pas l'axe de ma chaussure, si j'arrive pas à faire progresser ma get lag, donc ma courbe de pression de l'arrière vers l'avant, ben je peux essayer de passer par exemple par l'intérieur. Donc là, il suffit que la personne ait un petit valgus médio-pied et le petit valgus médio-pied risque de devenir un gros valgus médio-pied. Chez les gens qui ont plus de rigidité, donc de système d'extension-supination, eh bien, un risque que ça fasse talon et que ça parte sur l'extérieur, ce qui n'est quand même pas l'essentiel pour maintenir la stabilité de la cheville et pour pouvoir propulser vers l'avant. Voilà. Donc, dans cette formation, on comprend bien qu'il y a un aspect qui est un aspect systémique. Si je vais chercher du stack et je vais chercher de la capacité de compression, donc un short faible, eh bien, il va falloir que je sois capable de mettre du drop. Donc, si on regarde la science au niveau du drop, mais du drop seul, vous voyez, on est loin d'être au niveau systémique. Eh bien, il y a certains comme Tim Brook en 2014 qui disent que le drop augmente la flexion du genou au milieu de l'appui, donc rend plus terrien. Et d'autres, comme Malizou, vont dire que le drop change pas de manière radicale la biomécanique de la foulée. Donc, petit changement à changement terrien. Vous voyez, on est au tout début de la connaissance réellement de ce que produit le drop. Il n'y a pas tant d'études que ça sur ce paramètre. En tout cas, on a cru que c'était extrêmement important. C'est sans doute important, mais seulement si on le prend dans un aspect systémique. Donc, le drop, à quoi il va nous servir? Il va nous servir si j'ai une chaussure qui a un stack important et qui a une capacité de compression qui est importante, eh bien, à relever mon talon pour ne pas empêcher, vous voyez, si j'ai 1 cm de compression et que j'ai 1 cm de drop, eh bien, mon pied, il va avoir une tendance à rester à plat, donc il ne sera pas gêné pour venir dérouler vers l'avant. Dans cette formation,
on vous donne ces ratios entre le stack et puis le drop. Et puis à ce moment-là, je dis merci à Eric. Eric, c'est quelqu'un qui est tenant de magasin dans le nord de la France et puis à qui j'ai eu des discussions très intéressantes. Il tient les magasins Top Performance et lui a vraiment cet aspect complet de l'aspect systémique. Et donc, quand il fait ses choix de chaussures, ben voilà, il va faire les choix de chaussures qui favorisent ce déroulé en rendant cohérents tous les paramètres, ou alors qui favorisent cet aspect bras de levier, de nouveau en rendant l'ensemble des paramètres cohérents. Un des risques d'avoir du stack, un des risques d'avoir du mou avec pas de drop, ben c'est justement de venir planter ce talon et de plus trouver la solution pour rouler vers l'avant. Voilà pour nos différents critères. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de venir retrouver notre ami Henri. Et là, ça dure 2 petites minutes. C'est le moment où vous vous souvenez, donc Henri, jusqu'à 2016, pas de blessure. 2016, il décide de changer sa foulée pour faire une foulée plus avant-pied et il décide de rendre le tout cohérent en prenant une chaussure minimaliste. En quelques semaines, ça se passe mal pour lui, mais il ne fait pas le lien avec le changement, c'est ça qui est assez sidérant, il ne fait pas le lien avec le changement de chaussure qu'il a eu et le changement de foulée. Et là, il nous parle à ce moment-là de son choix de chaussures. Je vous laisse l'écouter, ça dure 2 petites minutes et je vous prends juste après. Dans les changements qui se sont passés, juste avant de courir Sierzinal, donc en 2016, j'ai aussi changé de chaussures, alors que j'avais l'habitude de courir avec, on peut dire les marques, avec des Salomon Speedcross, avec un bon talon, bien amorti, qui me convenait très très bien. Je suis passé à des Salomon Sense minimaliste. Alors, ce qui m'attirait, c'était le poids léger, en me disant, ben voilà, d'avoir une chaussure légère, ça va aller très bien. Et j'ai changé, somme toute, très peu de temps avant la course, 3-4 semaines. Et bon, le fait de sentir que c'était vraiment plus dur, comme ça, j'ai mis ça de côté en gardant à l'esprit, c'est plus léger, donc ça ira mieux. Et vraiment, ça m'a pas, j'ai eu l'impression que ça m'a pas convenu du tout. Après, j'ai couru encore quelques fois avec, mais je pouvais plus les voir. Alors que j'avais couru peut-être 4 ou 5 semaines avec, c'est tout. Et... Vous avez bien le sentiment en regardant la chaussure que celle-là, elle vous allait pas. Ah, il suffisait que je les regarde pour me dire non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que 3 mois, vous avez rechangé de chaussures. J'ai repris des anciennes, mais c'était une période où j'ai pratiquement plus couru pendant en tout cas 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà, ça veut dire que pendant 2 ans, vous avez arrêté la course, et puis après, vous avez repris d'autres chaussures, et vous disiez que c'était encore des chaussures minimalistes. Voilà, comme j'étais passé au triathlon, je me suis cherché une paire de chaussures pour courir sur l'asphalte à plat, et j'ai repris une paire de chaussures minimalistes. Et en fait, ça fait 6 mois à peu près que vous êtes passé sur des chaussures comme celles que vous avez, qui sont des chaussures dans lesquelles vous vous sentez mieux. Je me sens nettement mieux avec l'amorti, un meilleur amorti sur le talon, je me sens beaucoup mieux avec ça. Ça nous donne une information supplémentaire que dès qu'on vous met un peu plus de mou en dessous, ça va mieux pour vous. Ah ouais, ça va nettement mieux alors. Ok, voilà, donc notre ami Henri, il était avec les Speedcross à peu près, c'est pas à peu près, là c'est exactement un amorti assez standard, hein, donc le short qui est dans la moyenne, une hauteur de talon de 32 mm, 3 cm 2, avant-pied 22 mm, donc 10 mm de drop, poids environ 300 grammes, et avec ça, il était bien. Et d'un coup, il décide de changer, il prend celle-là de chaussures, donc les Sans Pro, et il se retrouve avec 21 mm de talon, 17 mm de vent, 4 mm de drop et 250 grammes. Eh bien, il cherchait le minimalisme, il l'a eu, mais malheureusement, avec son minimalisme, il s'est retrouvé un peu blessé. Alors, ça ne veut pas dire que on va se retrouver chaque fois blessé quand on prend des petites chaussures minimalistes. Comprenez bien, nous, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. On est pour faire en sorte que le sportif choisisse la chaussure qui le rend le plus performant en fonction de ce qu'est sa foulée et qui le rend le plus performant sans se blesser. Et donc, vous voyez, on peut être performant comme ce premier coureur en étant très dynamique avant-pied
ou regardez le deuxième, beaucoup plus bas sur l'appui, qui va réaliser son déroulé, beaucoup plus en talon, passe, pouce, et qui va gagner à l'arrivée, on ne sait jamais. Là, il s'avère que c'est celui qui est dans une motricité plus terrienne, plus en déroulé, mais ça va dépendre de la qualité du coureur et aussi de son adéquation entre sa course et ce qu'il va apporter au niveau des pieds. Donc, si je reprends mes deux courses et les 4 critères que j'ai pris, eh bien, plus d'amorti, plus de stack, plus de drop, ça va bien correspondre à des gens qui ont une foulée plus terrienne et qui cherchent à rouler de l'arrière vers l'avant, donc avoir ce déroulé avec peu d'oscillation. Et enfin, moins d'amorti, moins de stack, moins de drop, et puis un poids aussi plus léger, eh bien, c'est des critères qui vont bien fitter avec un mouvement très léger et avec plus d'oscillation, ce qu'on appelle une course masse-ressort ou une course aérienne. Voilà, je vous ai donné 4 critères. Alors, bien sûr, qu'on voit beaucoup plus dans le détail dans la formation dont je vais vous parler maintenant, 4 des 11 critères clés de la chaussure qu'on passe au peigne fin dans cette formation. Voilà déjà pour la petite présentation. Alors bravo à vous, vous avez été bon. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais reprendre toutes vos questions. Je vous propose déjà de vous présenter, la formation, donc cette formation qu'on sort, qu'on a travaillé pendant des mois et qui va être sortie pour la première fois sous forme d'une formation qui est formation hybride. Alors, je vous explique tout de suite ce que c'est que cette formation hybride. Donc déjà, cette formation chaussures et running, c'est une formation en 13 chapitres. C'est 11 heures de vidéo, 22 heures d'apprentissage. Donc, on vous a mis tout ce qu'on connaissait, toute la science actuelle, toute la science publiée et à la fois toute notre connaissance clinique dans ces liens chaussures, blessures, performance et foulée. Alors, bien évidemment, on fait une petite histoire de la chaussure. Ensuite, on donne les critères de choix traditionnels. Ensuite, 11 critères techniques pour choisir sa chaussure. Je vous décris les différentes foulées. Enfin, on a aussi l'intervention dans la construction de la chaussure de René, mais je vous le montre tout de suite après. René, qui est celui qui développe les chaussures pour Kilian Jornet, qui est un ami, qui a une centaine de brevets chez Salomon, avec Salomon, pour la construction des chaussures. Là, il va vous décortiquer la manière de fabriquer une chaussure, comment il fait entre la clinique, le retour des coureurs et puis le côté plus industriel. Je vous parle de l'effet rocker, vous savez, de ces chaussures avec les plaques de carbone qui sont des vrais game changers sur la performance. Enfin, on apprend à lire dans la chaussure et bien évidemment à choisir ses chaussures en fonction de différents cas cliniques. C'est une formation qui s'adresse à tous les passionnés de chaussures, en particulier bien sûr les spécialistes du pied que sont les podologues. Pourquoi? Parce que quand on est podologue, on est spécialiste de la chaussure, donc on aime bien quand même bien savoir, puisque ça accompagne un traitement, ça peut accompagner une semelle, on aime bien savoir quels critères prendre en compte, ce qui est déjà pas toujours simple, mais dans cette formation, on vous les donne tous en les hiérarchisant, mais surtout, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut aussi connaître le marché, connaître l'évolution, et vous savez comme moi que les chaussures, eh bien, il en sort tout le temps. Et c'est pour ça qu'on vous propose en fait cette formation hybride. Donc formation hybride, c'est qu'on va vous suivre et on va répondre de manière personnelle à chacune de vos questions. Offre de lancement, prix. Alors les prix habituels, on a essayé de comparer. Je reviens tout de suite après, je vous montre l'interface de cette formation. Eh bien, on a essayé de comparer. Par exemple, on a vu qu'il y avait une formation pour les podologues, qui est une formation qui durait 5 heures e-learning, avec 2 fois 3 heures. On a essayé de trouver des formations hybrides, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est la première à ma connaissance sur les chaussures. Eh bien, c'est 2 fois 3 heures d'échange. Vous voyez que la proposition, là, est à 495 € pour 5 heures de e-learning et 2 fois 3 heures d'échange. Là, ce qu'on vous propose, c'est 11 heures de vidéo, donc 11 heures de e-learning, et derrière, que vous ayez un forum dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Vous allez pouvoir nous envoyer aussi des vidéos si vous souhaitez qu'on vienne analyser des vidéos. Et chaque semaine, les mercredis soirs, on vous poste une vidéo et cette vidéo va vous permettre de répondre, dans lequel un spécialiste du labo, ça peut être moi, ça peut être Bastian, ça peut être Aurélien, tous des spécialistes qui vont venir répondre à vos questions qui sont vos questions personnelles. Et une fois par mois, les mercredis, eh bien, on fait
un échange, c'est-à-dire on fait un mode comme ça, mais si ce n'est que cette fois, il y aura l'interaction complète dans lequel vous pourrez interagir avec un spécialiste vol d'haleine. Prix de la formation, 540 € et là, en offre de lancement, pour 48 heures seulement, et puis pas une minute de plus, on vous la propose à 490, on dit 490 en Suisse. Voilà. Un petit rappel sur nos formations. Là, on a fait des milliers maintenant, on a vendu des milliers de formations. Et ça, c'est les notes que vous voyez en dessous sur le contenu 4,8 en moyenne sur 5, sur le fait d'être adapté à votre pratique podologique, mais ça peut être aussi vendeur de chaussures ou simple spécialiste de running qui adore se poser la question de l'efficience des chaussures par rapport à sa foulée. 4,6. Échange avec les formateurs. Et là, vous verrez les échanges pendant 1 an minimum, puis après, on fera le point. Chaque semaine, vous êtes avec nous, avec le labo. 4,8 et la moyenne 4,7 sur 5. Et ça, je répète, sur des milliers de formations. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que dans le chat, je vais vous publier l'offre. Vous pouvez continuer à me voir, vous pouvez continuer à interagir. Cliquez, voilà, j'ai publié cette offre de formation. C'est une offre de lancement, je répète, c'est 48 heures, pas une minute de plus. Cette offre de e-learning formation hybride. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle est hybride? C'est que vous avez ad vita aeternam, tant que ça tourne sur les serveurs, les 11 heures de vidéo qui ramènent l'ensemble des connaissances actuelles et les propositions d'action typées vol d'haleine. Et chaque semaine, donc je répète, vous avez un forum dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et vous avez chaque semaine une vidéo qui reprend vos questions avec une proposition de réponse par l'équipe vol d'haleine. Et chaque mois, un échange Zoom qui est fait avec la communauté. Donc, on va essayer de créer aussi une communauté, de constituer la communauté dans laquelle vous pourrez interagir avec les autres personnes qui posent les questions. Et nous, on sera là. Je vous montre à quoi ça ressemble, ce contenu de cette formation. Alors, il faut que je trouve. Voilà. OK. Là, je suis à l'intérieur de l'espace. Alors, hop là, pardon. Je suis à l'intérieur de mon espace. Hop, tchoc. Je partage. OK. Voilà. Est-ce que vous voyez cet espace qui vous apparaît? Voilà, je vais essayer d'interagir avec. Voilà. Donc là, je suis à l'intérieur. Vous retrouvez les 13 chapitres. Donc, par exemple, je peux aller sur le chapitre dans lequel on a René qui nous explique comment on construit une chaussure. Voilà, par exemple, à ce moment-là, il va parler de la tige de la chaussure. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Voilà. Je lance. Vous pouvez voir qu'on a une nouvelle qui s'appelle Footline. Ça, c'est la marque. Voilà, donc là, c'est René qui va nous expliquer à quelle manière la tige a de l'importance dans la construction d'une chaussure. Voilà. Hop. Maintenant, si je retourne, là, c'est le moment où j'explique l'effet rocker avec ces chaussures à semelles tout à fait spécifiques, vous voyez, qui font un effet rocker et puis avec la plaque de carbone. Voilà, ça, c'est l'ensemble du contenu, donc les 11 heures de formation qui sont dédiées en 13 chapitres. Mais vous voyez que si je remonte le long de mon espace de formation, là-haut, ben, j'ai 3 petites entrées. J'ai l'entrée forum. Donc voilà, ça, vous aurez accès à ça. Donc sur ce forum, j'entre dans le forum, c'est l'endroit où je vais pouvoir poser mes questions aux spécialistes vol d'haleine et puis aussi à la communauté. Vous voyez, posez vos questions ici. Là, on a commencé, cas clinique. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de message, bien sûr, parce qu'on vous présente tout juste la formation. Mais je peux créer un fil de discussion aussi. Je peux décider de venir parler. Par exemple, je prends un tag. J'ai envie de venir donner un cas clinique et puis j'attends les retours de la communauté ou alors du spécialiste du labo sur ce cas clinique. Voilà, je vais expliquer. Si je souhaite envoyer une vidéo, là, c'est une vidéo que vous nous envoyez directement et puis qu'on traitera. On traitera par une vidéo spécifique réponse. Cette vidéo spécifique réponse, vous voyez où c'est qu'on va les poster. Ben, ici, en haut, dans nos réponses en vidéo. Voilà, juste pour l'amusement, vous avez mis une petite... C'est moi qui vous invite à la webconf de ce soir, mais chaque mercredi soir, là, eh bien, vous aurez
dans cet espace collaboratif, eh bien, vous aurez nos vidéos qui répondront à vos questions, eh bien, qui seront postées, je le répète. C'est ça qui donne le caractère hybride. Vous serez plus seul avec vos patients à vous dire, mais mince, de quelles chaussures il a besoin. On sera là aussi pour répondre à chacun de vos cas cliniques, à chacune des questions que vous poserez. Et on va faire durer ça sur un an. Au bout d'un an, on fera le point pour voir comment ça a fonctionné. Et on verra si ça a bien fonctionné. Sans doute qu'on continuera ça. Et peut-être même qu'on ira au-delà de cette seule formation running sur l'aspect hybride. Voilà, j'ai fini ma présentation. Ce que je vous propose maintenant, hop, voilà, c'est de venir, si je retrouve, hop, voilà, si je retrouve mon chat, voilà, c'est de venir vous répondre à vos questions. Donc, je répète, vous pouvez sans aucun problème cliquer sur l'offre. Vous avez une offre qui est apparue dans votre chat. Vous pouvez cliquer sur l'offre et continuer de venir interagir. Donc, vous pouvez en même temps faire votre achat si ça vous intéresse et en même temps me poser vos questions et je vais reprendre vos questions maintenant. Tant ici bien que j'arrive à y répondre, attention, et je ne dis pas que je peux répondre à tout. Alors, j'ai déjà une première remarque, donc n'hésitez pas hein, dans le chat à venir poser vos questions. Et je répète, c'est pas parce que vous cliquez sur l'offre que vous allez être déconnecté du chat et puis de la webconf. Alors, on a, je ne sais pas si c'est Margot, MGX, qui dit est-ce que vous prenez en compte la laxité alors Margot, je ne sais pas si c'est Margot, mais donc disons que c'est Margot. Oui, on prend en compte la laxité. Margot, je ne sais pas si tu as fait nos différentes formations, mais on a, nous, ce qu'on appelle un curseur des motricités. Dans le curseur des motricités, eh bien, c'est un curseur qui est fait en fonction des degrés de flexion et des degrés d'extension. Donc, à une extrémité d'un curseur, on a les gens qui sont rigides, donc qui génèrent un mouvement rigide. Comment on définit un mouvement rigide? C'est un mouvement qui génère de la vibration. La vibration peut arriver en talon, donc c'est ce qu'on appelle un rigide talon, ou peut arriver en avant-pied ou alors en médio-pied, donc ce qu'on appelle un rigide avant-pied. À l'autre extrémité du curseur, Margot, on trouve effectivement les gens qui ont de la laxité et qui peuvent générer des mouvements qui se retrouvent avec une instabilité. Le propre de la laxité, c'est que les tissus ils sont moins résistants et les articulations ont du mal à tenir leur axe. Donc, dans ce cas-là, la laxité va générer de l'instabilité dans le plan frontal. On voit souvent avec de la laxité un genou qui rentre, donc un valgum de genou. Donc oui, on prend en compte. Dans la formation, on a en plein milieu, après du curseur, le système terrien et le système aérien. Donc, dans la formation, on a donc 8 catégories, 2 grandes catégories terriennes, 2 grandes catégories aériennes, les 2 grands systèmes rigides et 2 grands systèmes qui génèrent un mouvement hypermobile. Et dans chaque cas, on évoque quels critères de la chaussure et donc quel type de chaussure on peut favoriser qui correspondront bien à ce que vit le patient. Donc, il est évident que quelqu'un qui a de la laxité, si on le met sur du mou, puis avec beaucoup de stacks, il va se retrouver en difficulté. Donc, on donne les autres critères, au-delà des 2 critères que je viens de vous donner, les autres critères de la chaussure à favoriser chez les gens qui ont de la laxité. Voilà, j'espère t'avoir répondu, Margot. Oui, c'est ça, Margot. Bon, parfait. Y a-t-il des marques plus spécialisées sur le côté terrien et sur le côté aérien? Alors, actuellement, alors il y a des marques spécialisées sur le côté aérien, c'est les marques qui sont arrivées au moment de la hype sur le système minimaliste. Donc des marques typées, par exemple, là je vous en prends une, comme Altra, c'est positionné sur un segment plutôt minimaliste. Donc vous voyez, si je reprends encore une autre Altra, c'est plutôt très peu d'interface. C'est un drop zéro, c'est une two-box plus large, voilà. Donc il y a des marques, mais qui sont des marques plus confidentielles, qui sont arrivées au moment, je répète, où le système minimaliste s'est imposé. Mais quand on regarde maintenant, puisque actuellement on est plutôt dans un temps, on va dire, maximaliste, eh bien si on regarde maintenant, même chez Altra ou chez Innovate, qui étaient des marques très minimalistes, on retrouve, ils ont gardé 1 ou 2 critères, par exemple, peu de drop. Alors on retrouve des fois des stacks qui sont gigantesques dans ces marques, voilà.
Sinon, si je vais chercher dans le système maximaliste, là, il faut plutôt s'attendre. Donc, si je prends Mizuno, par exemple, là, j'en ai une bonne. Mais là, on va plutôt parler de marques qui ont un peu tous les systèmes possibles et imaginables. Donc, une gamme suffisamment large. C'est vrai de Brooks, c'est vrai de Mizuno, c'est vrai de Nike, c'est vrai d'Asics. Donc, toute la gamme. Alors, Asics a beaucoup quand même de chaussures assez typées maximalistes, mais ils en ont quand même qui sont à caractère pas très marqué. Voilà, moi, celle que j'ai portée pendant des années, là, c'était la DS Trainer. Bon, c'est une chaussure qui n'est pas super minimaliste, mais qui va quand même plutôt du versant minimaliste que du versant maximaliste. Donc, chez ASICS, on retrouve des chaussures comme la Cumulus, par exemple, qui sont des chaussures très typées maximalistes. Mais le plus souvent, c'est la marque qui propose, en tout cas les grandes marques vont proposer la gamme complète du maximaliste au minimaliste, et c'est plutôt les marques qui viennent d'arriver, qui essaient de se spécialiser pour pouvoir être repérées sur un marché, vous savez, qui est très concurrentiel. Envisagez-vous de développer un comparateur de chaussures ou conseillez-vous un système déjà existant? Alors, il faut que tu m'évoques ce que tu entends par comparateur de chaussures. Nous, ce qu'on veut essayer de faire là, c'est on a en fait dans la formation très clairement organisé les chaussures le long du curseur maximaliste-minimaliste, avec notamment certains critères qui n'étaient pas jusque-là, et là je vous ai expliqué combien le short pour nous est important et puis n'existait pas. Donc chaque fois, on veut renseigner sur le short des chaussures. Vous avez un site qui est super bien fait, qui s'appelle Run Repeat, qui pour le moment est qu'en anglais, mais c'est possible qu'il arrive en français, et qui renseigne l'ensemble des critères, sachant qu'il faut faire très attention. C'est une slide que je ne vous ai pas présentée, mais parfois les marques annoncent des critères qui correspondent à rien du tout. Il y a notamment, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à la réalité quand on mesure. Donc nous, on fait attention de tout mesurer. Run Repeat fait attention de tout mesurer. Run Repeat avance deux chaussures qu'on retrouve chez ASICS. La première, je reviens juste sur ma slide, il montre que c'est deux chaussures qui sont annoncées sur le drop à 5 mm. Et 5 mm de drop, c'est l'ASICS, la Glide Ride, qui est annoncée à 5 mm, et quand on la mesure, elle fait 11, vous entendez bien, hein, annoncée à 5 et mesurée à 11 mm de drop. Alors que si vous prenez la Metaspeed Sky, qui est aussi annoncée à 5, eh bien, on retrouve une mesure réelle à 2,5. Donc, vous voyez, vous avez une marque qui vous annonce une fois un drop qui est 2 fois inférieur au réel, et puis l'autre fois un drop qui est 2 fois supérieur à ce qu'est le réel. Donc on a des différences moyennes selon les marques. Par exemple, chez New Balance, c'est 34% de différence. Chez Nike, Adidas, Brooks, on a moins de différence puisqu'on est plutôt chez eux à seulement 10% de différence. Mais vous voyez qu'on ne peut pas faire confiance réellement aux marques sur ce qu'elles annoncent. Donc nous, ce qu'on envisage avec cette formation hybride, c'est effectivement régulièrement, quand on va venir vous retrouver à la fin de mois, de vous présenter les nouvelles sorties, de venir comparer ce qui se passe au niveau du marché. On va s'appuyer à la fois sur Run Repeat, et notre objectif à terme, en particulier si ça marche bien, cette formation, si l'aspect communautaire marche bien, eh bien de venir le plus possible décortiquer toutes les chaussures. On souhaite même acquérir l'impacteur, mais c'est un matériau, c'est un appareil qui coûte super cher. Je ne vais pas vous donner le prix complet, mais vous pouvez mettre 6 chiffres et puis des chiffres qui ne sont pas tout petits. Donc on souhaite, nous, au maximum au labo, venir décortiquer complet, et si on fait ça, bien évidemment, qu'on présentera l'ensemble des comparatifs. Mais je répète, vous avez déjà un site qui est très bien fait. Sinon, on vous redonne tout aussi dans la formation, là, qui donne plein de critères objectifs. Cette fois, sur la chaussure, ça s'appelle Run Repeat. Ok. Un coureur aérien peut-il être orienté vers une chaussure plus maximaliste sans risque? Bruno, en fait, nous, ce qui nous intéresse, parce que on est pédagogue et puis on est thérapeute, ce qui nous intéresse, c'est que le sportif soit performant sans se faire mal. Donc, ouais, on avait Henri, là, qui était performant et puis qui avait pas mal et qui a fait les mauvais choix.
donc il s'est retrouvé non performant et puis avec de la douleur. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir arriver. Et s'il s'avère qu'il y a quelqu'un qui était typé aérien, vous voyez, mais c'était exactement le cas de Henri. En fait, Henri, c'était pas la motricité la plus aérienne, mais c'était quand même un aérien. Et un aérien qui sentait bien avec une chaussure qui n'avait pas le plus gros critère maximaliste, mais il avait déjà quand même une cinquantaine d'années, l'âge a de l'importance. Et puis, typiquement, lui, quand il vient nous voir, il est avec des chaussures minimalistes. Et qu'est-ce qu'on fait? On le ramène. Il avait déjà fait ce choix en écoutant nos vidéos avant, mais on le ramène du côté terrien de la force. On le refait courir avec un déroulé de talons, ce qu'il savait déjà faire spontanément. Et puis, on le ramène avec des chaussures qui ont les critères maximalistes plus élevés. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on dit oui, mais des fois c'est un peu au hasard. La personne s'est guérie tout seul. Là, on est 6 ans de galère. À partir du moment où maintenant il va très bien, Henri, à partir du moment où il a repris sa foulée spontanée et où il a repris des chaussures qui lui permettaient de venir plus dérouler le pied, eh bien il allait mieux. Donc vous voyez bien, c'est bien un aérien qu'on a rendu plus terrien. Notre objectif, c'est que la personne soit performante, il n'est pas mal. Si le terrien commence à rigidifier, c'est-à-dire s'il passe de l'élasticité à la rigidité, s'il passe d'un modèle masse-ressort à un modèle juste d'une pierre qui tape et qui crée de la vibration, bien évidemment qu'on va faire en sorte de l'amener vers un système plus maximaliste, l'intelligence consistant à ne pas exagérer. On ne va pas ramener quelqu'un qui était avec une chaussure de 200 grammes et puis avec zéro drop et puis avec peut-être 1,3 cm de stack, on ne va pas le ramener directement dans 4 cm avec 12 mm de drop. On y va étape par étape pour lui permettre d'avoir les avantages de l'un et les avantages de l'autre. C'est-à-dire il aura peut-être une chaussure un peu moins légère, mais en tout cas, en retrouvant de la douceur, ça va lui permettre de dérouler, ça va lui permettre de moins impacter et surtout de continuer à courir en étant bien. Donc, oui, on peut modifier de aérien à terrien, simplement, on ne va pas le faire de manière exagérée. C'est toujours des notions de degré, l'intelligence. C'est jamais blanc ou noir. En sprint, Erika, l'athlète se retrouve systématiquement sur plante de pied. Est-ce qu'un taurien aura plus de chances de se blesser? Non, ça on ne peut pas dire. La seule chose que je peux dire, Erika, c'est que le terrien qui fait du 100 mètres, d'une manière ou d'une autre, il va devoir, c'est ce qu'on appelle la qualité de pied en athlétisme, il va devoir développer sa qualité de pied, donc sa capacité réactive sur l'avant pour aller vite sur un matériau, ça s'appelle le tartan, visco-élastique. Est-ce qu'il se blessera plus? On ne peut pas le dire à l'étape dans laquelle on est. On a commencé des ensembles de statistiques, mais pour le moment, on ne peut pas venir affirmer que le terrien va plus se blesser. C'est aussi une notion de gestion. Vous voyez, on peut tout à fait à la fois faire ces entraînements spécifiques, parce qu'il n'y a pas le choix, avec des chaussures très légères, ça s'appelle des pointes très réactives, et puis avoir des exercices compensatoires, faire une partie de ces séances plutôt sur l'herbe, avec des chaussures qui sont plus amenées à dérouler, et auquel cas, la personne ne se blessera jamais, en dépit du fait qu'il a une partie de ses entraînements sur l'avant du pied. Donc ma réponse est plutôt non, je ne suis pas assez avancé pour pouvoir donner une option claire là-dessus. Eric, avons-nous des études sur le short A final entre l'association short-chaussure et short-semelle? Alors Eric, là tu rentres dans un domaine qui est extrêmement précis et qui a besoin d'être débrouillé, c'est-à-dire comment un short-semelle va venir interagir, parce que déjà à l'intérieur de la semelle, il peut y avoir, vous voyez là, si je prends cette semelle de propreté, je vais regarder le short, mais c'est une semelle qui est faite avec le même matériau, et là je peux dire que le short de cette semelle de propreté, elle est de 10, tu vois. Là, je peux le dire. Mais si je prends une semelle de podologue dans laquelle je peux avoir des shorts différents, parce que le podologue, lui, il va chercher à faire quelque chose de spécifique. Il peut chercher à amortir plutôt sur l'arrière, à ramener le pied sur l'avant. Donc déjà, il y a plusieurs types de shorts. Et déjà, on ne sait pas bien comment un short sur un autre, quelle va être la solution finale. Pour avoir la solution finale de petite absorption, il faudrait que j'ai l'impacteur, ce qui est quasiment pas fait. Si maintenant je me dis comment ce short-là va interagir avec la chaussure, alors pour le moment, c'est très compliqué de pouvoir répondre. Allez, on est au tout début de cette histoire. Nous, on aimerait participer à la faire avancer, mais on est au tout début. D'autant plus que entre le short que je vais prendre ici, parce qu'il y a une protection là, à l'extérieur, puis le short qui est prise à l'intérieur même de la mousse, je peux avoir des différences. Donc, Eric, c'est une excellente question que tu poses, mais c'est déjà trop complexe par rapport au niveau,
auquel on en est de manière objective pour venir dire ce que font les différentes couches de matériaux. Laurent, l'accès au e-learning dure combien de temps? Laurent, tous nos e-learning sont sans limite de temps. Tant que le serveur tourne, vous avez l'accès à la formation. Donc, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Une fois que vous avez acheté la formation, elle est à vous, vous la gardez sans limite de temps. Est-ce que pour un coureur aérien, est-ce qu'on peut avoir des chaussures avec un haut stack qui permettent de caler le pied directement sur l'avant et amener du dynamisme et une meilleure propulsion? Alors là, il y a plusieurs choses. Donc il y a le stack, tu parles du stack qui permet de caler le pied directement sur l'avant. Alors je ne sais pas exactement vers quoi tu vas. Donc s'il y a un différentiel avant-arrière, donc un drop, alors il y aura quand même une tendance à ce que ça fasse plus de déroulé qu'avant-pied. Ensuite, s'il y a un stack plus important, toi, quand le pied il arrive au sol, le plus souvent, quand même, 90% de la population, il arrive d'abord par le talon. Il n'y a que 10% des gens qui arrivent ou à plat ou alors avant-pied. Donc à partir du moment où tu arrives avec le talon, si tu mets plus de stack, ton talon il va toucher encore plus vite. Donc ça aura quand même une tendance, au-delà de l'effet de compression, ça aura quand même une tendance à générer un système qui est plus terrien. Je ne sais pas si c'est ça ce que tu veux dire. Si tu veux en revanche dire, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir des chaussures, allez, je prends celle-là pour venir l'imaginer, hein. Est-ce qu'il y aurait des possibilités, parce que ça existe, d'avoir une chaussure qui a un stack assez élevé là devant. Par exemple, imaginons qu'on mette 2 cm. Et puis, on supprime complètement. Vous voyez, on vient ici, et là, on supprime complètement l'arrière. Voilà, il y a 2 marques qui ont essayé de faire ça. Et donc, comme si on voulait faire en sorte que la chaussure devienne des espèces de pointes pour marathoniens. Eh bien, les premiers à avoir essayé de faire ça, à ma connaissance, c'est Nike. Quand ils ont lancé leurs chaussures, en tout cas, le projet du marathon en moins de 2 heures, là on est en 2013, je crois 2013 ou 2014, eh bien ils ont d'abord donné à des coureurs pro des chaussures, ils se sont dit, on va faire, comme ils vont vite, on va faire en gros une pointe pour les marathoniens. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement enlevé le talon. Et puis ils sont venus mettre 2 cm de stack sur l'avant. Pourquoi? Pour essayer de faire en sorte que ces coureurs ne courent que sur l'avant-pied, soi-disant parce que ça allait les rendre plus efficaces. Et en fait, les coureurs pro, là, il y en avait une trentaine de Kenyans, ils ont pris les chaussures pour essayer, puis 2 mois après, ils sont venus, ils leur ont rendu les chaussures en disant on a les mollets complètement explosés. Donc si ta question était est-ce qu'on pourrait faire comme un drop négatif, c'est-à-dire on met rien derrière ou très peu derrière, puis on met plus devant, ça s'appelle une pointe. Ça a été essayé. Je répète, il y a 2 marques, donc marques espagnoles qui vendent des chaussures, mais qui ne va pas très bien. Donc, ça fait juste que quand 90% des gens posent talon, ils ne le font pas par hasard. Si vous essayez d'inverser complètement, c'est que vous ne respectez juste pas ce qu'est la physiologie, le schéma naturel, la manière spontanée de courir, qui est une manière, quoi qu'il ait été raconté pendant 20 ans, qu'une manière de courir avec une pose talon et un déroulé vers l'avant. L'autre est aussi naturelle, mais elle est présente dans beaucoup moins de pourcentage de la population. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai complètement répondu, Victor, mais j'espère. Y a-t-il des conseils de modèles de chaussures dans la formation? Par exemple, Oka, faible drop et gros stack, je ne sais pas les conseiller à mes patients, terriens, ni aériens. En fait, Julia, c'est que ça la formation. La formation, on prend tous les modèles du marché et on dit quel type de modèle va convenir à quel type de motricité et dans quel type de pathologie, si pathologie il y a. Donc voilà. Et notre objectif, en faisant l'hybride, c'est que, étant donné que les modèles évoluent, c'est de vous tout le temps vous ramener les nouvelles connaissances sur les nouveaux modèles pour que vous puissiez être concentré sur votre métier et puis que la connaissance vous arrive en fil continu parce que dans votre espace collaboratif, toutes nos vidéos de réponse et toutes les vidéos qu'on postera, qui sont des vidéos qui se destineront à décortiquer les nouvelles chaussures, eh bien, vous les aurez. Mais là, dans la formation, Julia, tu trouveras, oui, la Oka Intel va mieux correspondre à tel type de coureur dans tel type de situation. C'est l'objet. Est-ce que mesurer simplement les épaisseurs des semelles avant-arrière suffit à connaître stock, stack et drop? Ne risque-t-on pas d'être trompé par les matériaux intérieurs de la chaussure? Alors, très bonne question, Laurent.
Mais écoute, puisque la définition du stack, c'est de venir mesurer l'épaisseur, tu risques pas d'être trompé parce que ton épaisseur, elle va pas bouger, en tout cas quand tu as ta chaussure neuve. Après, ta deuxième remarque a quand même beaucoup d'importance. Les matériaux à l'intérieur de la chaussure, oui, il y a des différences de short cette fois entre la partie extérieure et la partie intérieure de la chaussure. Donc tu as le stack, mais tu ne connais pas la compression. C'est-à-dire, on ne peut pas te dire aujourd'hui, voilà la compression que cette chaussure va induire. Il y a eu cette étude qui montre cette relation très forte entre la compression mesurée en labo et puis le sentiment que mon talon vient comprimer, donc vient s'enfoncer dans le talon. Donc je répète, sur des gens un peu éduqués, c'est 75% de correspondance, c'est-à-dire que quand le sportif va te dire j'ai le sentiment que c'est doux en dessous, que mon talon rentre, eh bien 75%, ça va expliquer 75% de ce qu'on observe en laboratoire sur cette compression. Mais là, il est clair qu'il y a une grosse différence entre le short à l'intérieur et le short à l'extérieur. Dans cette formation, de nouveau, en s'appuyant sur les données du site Run Repeat, et nous on le fera régulièrement à décortiquer ces chaussures, les nouvelles chaussures, eh bien on donne le short qui est le short intérieur. Voilà. Il est difficile de positionner les chaussures Hoka drop faible mais gros stack pour les terriens ou les aériens. Alors là c'est une grande question là-dessus. Alors une des caractéristiques des chaussures Hoka, vous le savez, c'est que d'avoir un short qui est plus ou moins variable, d'avoir un stack qui est élevé, c'est à ça qu'elles ont été repérées, et d'avoir très peu de drop. Donc vous voyez, c'est des chaussures qui mélangent un peu tout. Alors il faut bien comprendre, c'est des chaussures qui sont nées dans la montagne. Et en particulier par rapport à un problème, c'est pour ça qu'on avait le time to fly, par rapport à un problème, c'était d'amortir dans les descentes. Et s'il y a bien un problème qu'il n'y a pas dans la descente, c'est de risquer d'être complètement planté dans son talon. Alors, quels peuvent être les avantages d'une chaussure Hoka? Un des avantages, c'est Stack qui va proposer un certain amorti. Mais vous voyez bien que si vous écoutez ce que j'ai expliqué, qu'un des risques pourrait être que si on prend une Hoka avec de l'épaisseur et avec un matériau qui se déforme beaucoup et sans drop, un des risques qu'on peut avoir, attention, je ne dis pas que ça va se passer systématiquement, mais un des risques qui pourrait se produire, c'est d'avoir la personne qui vient se planter dans son talon et puis qui se laisse aller intérieur-extérieur ou alors qui se laisse rebondir. Ce serait à mesurer, nous on l'a mesuré quelques fois, c'est absolument pas systématique, mais vous voyez, à vouloir faire à la fois une chose et l'autre, on pourrait avoir un risque de devenir incohérent. Ce n'est pas systématique, mais on pourrait avoir ce risque. Comment s'appelle l'instrument qui sert à mesurer? Mehdi dit que Podoxygène propose un comparateur de chaussures sur leur site. Oui, oui, la clinique du coureur aussi propose des comparateurs. Peut-être qu'on le fera. Après, je répète, pour se lancer dans le comparateur complet, c'est un job vraiment à temps plein parce qu'il faut toujours remettre à jour. Il faut s'assurer, parce que c'est pas le tout de prendre les comparateurs avec ce qui est annoncé par les marques, parce que je vous l'ai dit, les marques, et on ne comprend pas pourquoi, n'annoncent pas toujours la réalité. Je vous l'ai donné pour le drop. On a en moyenne des différences, et ça va dans tous les sens. La même marque peut annoncer plus haut que ce qu'est la réalité, plus bas que ce qu'est la réalité. Le short n'est jamais annoncé, alors que c'est un des paramètres les plus importants de la chaussure. Donc, pour se lancer sur un comparateur, nous, on espère le faire. Si la formation marche, je vous l'ai dit, si l'aspect communautaire marche, on essaiera même, moi ça m'intéresserait de lancer une thèse sur ce point des chaussures, et donc on investira. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire, mais si on voit que ça fonctionne bien, si on voit que le caractère hybride fonctionne bien, eh ben nous on a tout intérêt, ça nous intéresse. Alors, on a Bastian qui est passionné de chaussures dans l'équipe, qui est un coureur passionné de chaussures, donc peut-être qu'on le fera, mais pour le moment, je ne peux pas m'avancer. On le fera que si on peut le faire de manière très pro et très durable. Jean, et je propose encore 2-3, je vous remercie, vous êtes très nombreux, vous êtes encore 350, là, je vais répondre encore à 2 ou 3 questions, si ça vous va bien. Vous avez toujours la possibilité, donc l'offre qui est en cours, pour 48 heures encore, pour cette première formation hybride. Alors, encore 2-3 questions. Jean, est-ce qu'il existe des études faisant le lien entre flexion dorsale plantaire de cheville et flexibilité transversale de cheville? Alors, je comprends pas bien ta question, Jean. C'est entre ça et ça. C'est ça que tu me dis. Si tu me dis ça pour les chaussures, entre ça
Et ça, flexibilité, là, c'est extrêmement corrélé, quasiment à tel point que quand tu fais ça, ça peut suffire pour avoir une bonne idée de ce qui va se passer là. Vous voyez, si vous avez une chaussure très rigide, allez, je prends bien sûr là deux très différentes. Allez, je prends une avec la plaque de carbone. Vous voyez, là, si je mets de la force, ben, je vais rien bouger. Puis si je mets de la force, je vais rien bouger. Mais un type de flexibilité, alors que si je prends une chaussure comme celle-là qui est beaucoup plus flexible, ben, je peux à la fois le faire dans un sens et à la fois le faire dans l'autre sens. Donc, une flexibilité vaut l'autre. Voilà, je ne sais pas si c'était exactement, quasiment l'autre. Je ne sais pas si c'était exactement ta question, Jean, mais j'espère avoir répondu. Euh, Ok. Alors, peut-on être terrien? Alors, qu'est-ce que vous conseillez dans le cas de courses courtes et de longue distance? Alors, de nouveau, court, ça va être plus rapide. On sait que si vous êtes sur 100 mètres et que vous voulez vous dire c'est super terrien de passer par le talon et puis de venir le dérouler, franchement, ça va pas être super. Vous n'avez pas le temps. Vous avez 100 millisecondes d'appui dans le sol. Il faut que le pied se pose sur l'avant et puis rebondisse. Et donc, plus on va dans la vitesse, attention, en moyenne, hein, c'est pas vrai de tout le monde, mais plus on va dans la vitesse, plus on va vers le modèle masse-ressort, c'est-à-dire je prends l'énergie, je la mets en moi et je la restitue avec un temps de contact qui diminue. Donc, bien évidemment, ce que j'essayais de vous expliquer avec les trois types de chaussures que les coureurs aguerris prennent, un coureur aguerri, dès qu'il va faire sa séance plus rapide, il va prendre bien évidemment les chaussures les plus légères. À l'inverse, quand il va faire son footing d'une heure et demie, eh bien, il aura plutôt tendance à prendre des chaussures qui ont plus d'aspect d'amorti, qui sont donc plus maximalistes dans les manières de faire. Bien évidemment, il va l'adapter à son poids, mais donc si je termine, plus je vais dans la durée, plus c'est le système terrien, donc l'interfaçage terrien qui devient dominant. Plus je vais dans la vitesse, donc pas dans la durée, on ne peut pas faire les deux à la fois, et bien plus c'est le système aérien qui devient dominant. Je répète, on a fait une étude là-dessus, on a montré qu'entre 10 et 14 km/h, eh bien, il n'y avait pas trop de différence. Mais plus on allait plus haut, 15-16 km/h, plus le système aérien avait un rendement qui était important, donc un meilleur rendement. En revanche, plus on approchait des 10, des 9 km/h, et bien plus c'était la foulée terrienne, donc les types de chaussures maximalistes qui devenaient, puisqu'on associe l'un à l'autre, qui devenaient les plus efficients pour pouvoir durer sans dépenser trop d'énergie. Donc oui, on fait bien sûr le lien entre le type de chaussure et puis la distance. Hop, ok. Est-ce que Julien pose la question, est-ce qu'il y a une prise en charge FIFPL possible? Alors, Julien, si tu es podo, je te donne une réponse à 99% parce qu'on a demandé, mais il n'y a pas encore très longtemps, la prise en charge FIFPL pour les podos. À 99%, on pense que ça va être oui, parce que 100% de nos formations depuis 10 ans ont été prises en charge, donc il n'y a aucune raison pour qu'elles ne le soient pas. Donc, on pense que celle-là sera prise en charge. Donc, si vous souhaitez la prise en charge PODO, la prise en charge FIFPL, vous nous l'indiquez. On ne peut pas vous l'assurer pour demain, mais il y a de fortes chances qu'elle soit prise en charge dans les semaines qui viennent. Donc, n'hésite pas, Julia, et ceux qui veulent la prise en charge FIFPL, à nous la demander. On vous enverra tous les papiers. C'est encore un peu trop tôt, mais je pense que d'ici une semaine ou deux, j'espère, ou en tout cas début d'année, on aura l'accord du FIFPL. On ne voit pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. Si on prend, allez, dernier, Christian, si on prend appui avec le talon, au fil des années, ne risquons pas de se blesser, puisqu'on perd nos ressorts naturels que sont nos jambes. En fait, Christian, donc ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que les jambes ne sont pas forcément des ressorts naturels. Oui, on peut toujours dire qu'il y a un peu de ressort et puis il y a un peu de poussée. Il y a toujours un mélange. Ce qu'on vient opérer, c'est que certains sont très marqués dans le ressort et d'autres jouent beaucoup plus sur des aspects de force, d'amorti, d'avancée du bassin sur l'appui, donc c'est une force horizontale, et de pousser. Dans les deux cas, c'est des qualités. C'est des qualités plus concentriques du muscle, qui est capable de propulser vers l'avant,
dans un système terrien et d'amortir. C'est beaucoup plus musculaire, alors que dans le cas d'un système ressort, plus typé aérien, c'est beaucoup plus des tissus qui sont fins, qui sont viscoélastiques. C'est quoi ces tissus? C'est les tendons et puis c'est les aponevroses qui vont faire le job à travers l'aponévrose plantaire et notamment le tendon d'Achille pour se mettre en tension et renvoyer. Donc dans les deux cas, c'est des qualités. Donc il y a la qualité de ressort et puis il y a la qualité musculaire. La qualité qu'on appelle pliométrique, donc de rebond, et la qualité d'amorti puis de poussée. C'est les deux des qualités, Christian. Voilà, vous êtes encore très nombreux. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup de vous avoir écouté. J'espère que ça a été pour vous. Voilà, moi, ça a été un plaisir. Au plaisir aussi de vous retrouver. On est lundi. On va laisser passer ce mercredi parce que c'est le tout début. Mais pour les gens qui auront acheté la formation, on se retrouvera. Vous pourrez très vite commencer à nous poser vos questions. Et on vous reverra donc sur cet espace collaboratif nos premières vidéos dès la semaine prochaine. Et puis, on se verra une fois par mois. Alors, on vous redira si c'est le premier mercredi du mois ou si c'est le dernier mercredi du mois dans lequel on fera des échanges visuels à travers notre canal de webconf. Ça, on vous le redit un petit peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, si vous avez des questions personnelles, je répète, si vous avez des cas cliniques, n'hésitez pas. Pour les vidéos, vous nous les envoyez directement à travers l'espace forum. Et si vous avez des questions, interagissez, posez la question, la communauté va arriver, va pouvoir vous répondre et nous aussi, on vous répondra. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute jusque-là. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et puis, pour ceux que je ne verrai pas d'ici là, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir.